existants et nous sommes prêts à travailler de concert pour qualifier davantage notre système d'enseignement et de recherche. À côté de cela, il y a eu beaucoup de missions à l'étranger pour vraiment redynamiser toutes les coopérations qui étaient déjà signées ou qui étaient en voie de signature mais qui ont été laissées pour compte pour que vraiment nous puissions parfaire le retour de la Guinée au faire des nations. L'autre objectif aussi, c'était de mettre en place les organes de gouvernance dans les institutions d'enseignement. Beaucoup d'objectifs, hein? Oui, il y en a 7, je les ai cités. Voilà, des objectifs spécifiques qu'il fallait attendre. Donc après la coopération, vous avez il fallait presque tout aussi... atteint là. Pas tout atteint, nous sommes en train déclencher, avoir le résultat, la mise en œuvre. Tout est bon. Tout n'est pas bon. On va commencer à interagir là. Elle va venir de planter le décor. Comme je le dis toujours, je ne dis pas que ce sont des objectifs qui sont atteints. Je dis toujours déclencher, nous avons lancé. Ce sont des processus. La réforme demande du temps et de la patience. Parce que si nous le faisons de façon arbitraire, de façon pressée, nous passons à côté de ce que nous voulons. C'est l'impact et que les textes puissent résister au temps. Les hommes passent, mais les textes doivent demeurer. Surtout la structure. Donc, je disais, l'autre objectif, c'était vraiment de mettre en place des organes de gouvernance au niveau des institutions d'enseignement, y compris les conseils d'administration. Donc, pour ce faire, nous avons trouvé quand même qu'il y avait vraiment un problème de caducité des textes réglementaires au niveau de l'enseignement supérieur. Avant de passer à la réforme des organes de gouvernance, il fallait d'abord faire la révision de tous les textes qui sont devenus caducs, qui datent de 1990 et autres. Il y a eu de l'évolution, mais les textes sont restés intacts, figés dans le temps. Donc, on a fait un atelier à Kindia où on a réuni tous les acteurs de l'enseignement supérieur pour reviser, pour toiletter, pour diagnostiquer et pour apporter tous les changements. Aujourd'hui, nous sommes très ravis de voir que tous les projets sont en cours de validation, c'est-à-dire ce sont des projets d'arrêtés conjoints, des projets de décrets, plusieurs projets de décrets, donc ils sont actuellement en cours de l'étage pour que ça soit soumis au chef de l'État. L'avant-dernier objectif spécifique, c'était vraiment de passer à la digitalisation de l'enseignement supérieur. La pandémie du Covid-19 nous a rappelé qu'il faille quand même repenser l'enseignement dans notre pays et dans tous les pays d'ailleurs. Donc cette transformation ou le fait de repenser l'enseignement ne peut que passer que par la digitalisation ou par le numérique. Raison pour laquelle l'un des objectifs qui m'a été assigné, c'est de pouvoir mettre en place des environnements numériques de travail, qu'un étudiant puisse apprendre à distance, qu'un enseignant puisse faire ses cours à distance, que l'environnement de travail, c'est-à-dire une scolarité, je peux voir mes notes, je peux voir mon emploi du temps, toute la structure en fait administrative et pédagogique puisse se retrouver sur un portail. Ce sont les environnements numériques de travail, en plus de tout ce qui est bibliothèque numérique et autres. Donc aujourd'hui, 5 projets pilotes dans plusieurs institutions, les contrats sont signés, c'est en cours d'implémentation. 5 autres étaient en cours avant notre arrivée par l'accompagnement dans le cadre d'un consortium qui était accompagné à l'époque de 4 grandes universités, c'était Gamal, Symphonia, l'ISFAD et l'ISEG. Et Bokeh qui avait déjà aussi implémenté, à mon passage à l'Institut de Bokeh, qui avait déjà implémenté cet environnement numérique de travail. Donc nous avons aussi accompagné 5. Donc actuellement, nous avons 10 environnements numériques de travail en cours d'implémentation dans les institutions d'enseignement. Et le dernier point, c'est vraiment accroître les infrastructures dans les institutions, surtout les capacités d'accueil, mais surtout les amphithéâtres. Comme vous l'avez vu, les dernières années, il y avait beaucoup de cas de pléthore. Les amphis qui ont des capacités de 200, qui ne sont pas dans des conditions idoines d'apprentissage ou de prise de connaissances. Donc, il fallait revoir tout ça et les centres informatiques et autres dans toutes les régions. Chose qu'on a aussi quand même beaucoup poussé. C'était vraiment les premiers objectifs. Car le chef de l'État a vraiment... la première sortie du chef de l'État dans les institutions d'enseignement dans notre pays pour le secteur social, le secteur éducatif, c'était dans les institutions d'enseignement supérieur. Et quand il est passé, rappelle de son passage à Symphonia et à Gamal. Il faut tuer l'ethnie. Oui, il le faut. Mais ce qui est intéressant... Il faut tuer l'ethnocentrisme, docteur. Ce qui est intéressant, c'est que cette visite... Cet objectif-là provient un peu de cette visite parce qu'il a visité les amphis. Et l'état dans lequel nous avons trouvé les amphis à l'époque, c'était un peu déplorable. Donc il fallait voir tout ça et que le campus universitaire soit un peu plus attrayant et attractif. Ça, ce sont les actions, les objectifs qui ont été assignés. Mais à côté, vous avez vu l'un des leviers, l'un des résultats tangibles que nous avons pu atteindre cette année aussi, c'est qu'on a mis un accent particulier sur la formation des formateurs. D'accord. À notre arrivée au niveau du département de l'enseignement supérieur, dans le cadre du programme 1000 PhD, 5000 masters, ce programme existait, il était déjà initié.
j'insiste, mais nous en avons fait les prédécesseurs. Donc ce programme donc à l'enseignement supérieur quand même tout n'était pas noir. Non, bien sûr qu'il y avait il y avait des leviers, il y avait des actions et des belles réformes qui étaient là, donc qui ont pris de l'élan. Pendant 2 ou 3 ans, il n'y avait pas vraiment d'activité menée dans ce sens. Un autre arrivé, comme je l'ai dit, le diagnostic, il est vite fait. Et quand vous venez nouvellement à la tête d'un département, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est vraiment un levier pour vous, que vous devez compléter ou devez continuer la mise en œuvre, et ce qu'il faut apporter de plus pendant que vous êtes encore dans ce département. Les réformes sont engagées et la formation des formateurs, un levier pour... Leurs différentes langues se démangent, là, chacun veut poser des questions. Alors, c'est déjà bon, vous avez déjà fini de planter le décor. Alors, on va lui donner, s'il reste... On n'est pas dans l'émission, le point. Voilà, c'est ça le problème. Alors, je vais commencer. Alors, en faisant l'état des lieux tout à l'heure, vous avez parlé de la suppression des concours qui date de 2006. Est-ce que, en tout cas, j'ai envie de savoir, est-ce que vous voulez nous dire que c'est la suppression en soi qui était le problème, ou est-ce que la suppression, c'est pas en 2005 l'année 2005-2006, oui. Est-ce que vous voulez dire que basculer, par exemple, en LMD, parce que la Guinée, je pense que c'est en 2004. 2005-2006, je crois. Non, c'est important. C'est ça, la précision elle est importante. Elle est importante. Alors, est-ce que c'est la suppression qui pose problème, ou vous avez estimé qu'on n'était pas suffisamment préparé pour adopter, par exemple, le système LMD? Mais là, vous faites allusion à 2 choses différentes. La suppression du concours n'avait pas forcément à voir avec le LMD. L'implémentation du LMD en Guinée est venue après 2006. Bien entendu. C'était en 2007. C'est ce que je dis, après 2006. Je le sais parce que j'ai eu mon bac en 2006. Et c'était avant que le LMD, la Guinée est rentrée dans le LMD au même moment que le Maroc. Oui, 2 ans plus tard, après la je fais partie de la promotion du LMD du Maroc. Donc, ce n'est pas une question. Je rappelle cet état de fait, je l'ai d'ailleurs dit, c'est que ça créait une massification à l'arrivée au niveau de l'enseignement supérieur. Vous allez voir, et que c'est à la même période pratiquement, nous avons eu aussi l'ouverture de plusieurs institutions d'enseignement supérieur privées. Oui. Quand on a supprimé le concours. Et quand on a supprimé le concours, et aussi à côté, vu qu'il n'y a pas toute la capacité d'absorption, d'accueil, il y a eu la création des institutions supérieures privées à côté. Donc je ne dis pas que totalement c'est ce qui a fait qu'on a ce niveau aujourd'hui, mais ça contribue à massifier d'abord. C'est un point de constat. Ensuite, le fait qu'il y ait manque d'infrastructures au niveau des institutions en est autre chose. Troisièmement, le fait aussi que la recherche, parce que qui parle d'un enseignant-chercheur dans une institution d'enseignement, c'est que c'est quelqu'un aussi qui fait la recherche à côté, qui fait du renforcement de capacité, qui se forme pour venir aussi former. C'est pourquoi on parle de formation des formateurs d'ailleurs. Donc tout ce package-là fait aujourd'hui qu'on a hérité, le système a hérité, pas nous en tant qu'actuels dirigeants, mais le système de l'enseignement supérieur a souffert de tout ce passage. Ça, ce ne sont que quelques-uns des problèmes du système, bien sûr. D'accord, oui, Marouane. Oui. Je vous en prie, je vous redonne tout de suite la parole. Oui, théoriquement, madame maîtrise bien sa feuille de route, mais il y a des contradictions à l'intérieur. Quand vous prenez au niveau des objectifs spécifiques, je pense au point 3, vous avez parlé de cette possibilité qui est accordée aux étudiants d'être étudiants employés. C'est pas la relation qui pouvait naître entre certaines entreprises et les différents établissements d'enseignement supérieur pour permettre à l'étudiant de décrocher un emploi. Pendant ce temps, il y a l'enseignement technique aussi qui est en train de travailler pour un peu encourager les étudiants à s'orienter vers l'enseignement technique. Je me demande comment est-ce que l'université qui forme pour les recherches peut créer de l'emploi à des étudiants. Ça, c'est selon moi, dans ma compréhension, c'est un peu contradictoire avec l'objectif qu'on vous a assigné ou que vous vous êtes assigné et l'objectif défendu par le ministère de l'enseignement technique. Ça, c'est la première observation. On peut aller pas à pas. La seconde observation, on va aller pas à pas. Il faudrait aller pas à pas. C'est important. Non, si on va pas à pas. Si on ne va pas à pas, vous ne posez pas de questions. La deuxième observation, madame, c'est au niveau de la démassification. Vous avez planté le décor, vous avez dit que cela est parti d'un constat du fait qu'on a encouragé
Les gens, on a ouvert les vannes, tout le monde s'est engouffré dans l'enseignement supérieur. Pendant ce temps, vous avez entendu parler de rénovation, d'accroissement même de la capacité d'accueil. Comment est-ce que vous pouvez tuer la massification alors que dans les réformes, vous encouragez encore les gens à venir vers l'enseignement supérieur? C'est quand même un peu contradictoire.